Bonsoir à tous. Ce soir, j'ai le grand honneur et l'immense plaisir de vous présenter Madame Pinard-Sellec, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Alors, comment est né ce partenariat que vous allez voir se développer aujourd'hui? Il est né un petit peu par hasard d'une belle coïncidence, à l'image de Goutla. Pinard-Sellec est venue une première fois à Goutla en mai 2022, comme Sarah vous l'a dit, à l'occasion du très beau festival de poésie contemporaine Les Enchanteurs. Dès que nous avons connu cette nouvelle, nous avons souhaité la rencontrer pour travailler conjointement, tant sa personnalité et ses combats semblaient s'inscrire dans le projet et l'identité culturelle de Goutla. Qui est Pinard-Sellec? Vous l'avez compris, elle représente de multiples incarnations, mais selon moi, et vous aurez l'occasion de le vérifier très vite, Pinard-Sellec est une inspiratrice, une de ces rares personnes qui ouvre la voie, insuffle le changement et guide les autres pour améliorer la société. Elle est tout d'abord sociologue, mais une sociologue qui a choisi les thèmes les moins évidents, les plus risqués, qui s'est attachée à décrypter les angles morts de son pays d'origine, la Turquie, à ses risques et périls. Elle poursuit ce travail aujourd'hui en France. Elle est également auteure de magnifiques romans, de contes et essais. Ses livres sont traduits en de nombreuses langues et plusieurs ont été adaptés en pièces de théâtre. Et pour relier tout cela, Pinard-Sellec est une activiste infatigable, qui a reçu de nombreuses distinctions pour son action depuis son adolescence en faveur des enfants dans la lutte pour les protections des femmes, des minorités, la paix et l'écologie. Comme je vous le disais, notre partenariat a débuté à l'image de Pinard-Sellec par sa grande générosité, puisqu'elle a accepté de nous accorder un très long entretien que nous avons retranscrit et que je vous recommande de lire pour mieux la découvrir. Mais ce partenariat naissant a immédiatement été bousculé par l'actualité de Pinard-Sellec l'année dernière, qui est également, comme vous l'avez entendu, depuis 25 ans, soit la moitié de sa vie, victime d'un procès politique en Turquie à multiples rebondissements, bien que son innocence ait été scientifiquement et juridiquement établie à 4 reprises par des acquittements. Dans ce feuilleton judiciaire, le pouvoir turc a multiplié les recours et quelques semaines après notre rencontre de mai 2022, est tombée une décision de la Cour suprême de Turquie, attendue depuis 8 ans, qui annulait le dernier acquittement. L'origine politique de ce procès est très claire, dans la mesure où les différents pouvoirs politiques turcs ont voulu lui faire payer son refus de révéler, même sous la torture et après un emprisonnement de 2 ans et demi, le nom des personnes qu'elle avait interrogées dans le cadre de ses recherches sociologiques. Le combat judiciaire en Turquie a donc repris pour Pinard-Sellec et une grande mobilisation internationale s'est construite avec déjà 2 audiences à Istanbul en mars et septembre 2023, où une large délégation internationale et pluridisciplinaire s'est rendue pour la soutenir. Dans cette lutte, Goutla et le barreau de Lyon se sont engagés, notamment en ce qui concerne les avocats lyonnais, en étant le premier barreau français à produire une motion de soutien en faveur de Pinard-Sellec. Aujourd'hui, ce combat se poursuit à une grande échelle et la mobilisation est plus que jamais nécessaire en vue de la prochaine audience programmée en juin 2024, alors que la Turquie souhaite à tout prix faire extrader la citoyenne française Pinard-Sellec au moyen d'un mandat d'arrêt international. Au cours de cette vie d'engagement, d'exil, de résilience permanente et de sa lutte indispensable contre les violences et l'arbitraire, elle est l'emblème idéal de nos travaux de ce week-end concernant les femmes dans le contexte de l'exil. Je lui cède immédiatement la parole pour une lecture de son dernier ouvrage, Le chaudron militaire turc. Merci. Je fais comme ça. Merci les amis d'être là et c'est très émouvant pour moi. Je parle comme ça? Oui. C'est très émouvant pour moi de sentir que rien ne... comment dire les luttes se croisent et quand on se croise, on se renforce. Parce qu'on est comme des fourmis. Mon dernier livre, ça s'appelle, pas avant-dernier livre, ça s'appelle Les fourmis zinzines. Et je raconte comment il y a plein de fourmis qui disent est-ce que ce que je fais, ça sert à quelque chose? Mais après, on ouvre des galeries souterraines qui se croisent à un moment donné. Et quand ça se croise, ça fait boum. Et maintenant, à Château de Goutla, je sens ce sentiment de boum. Et voilà.
Et vous savez qu'on est dans une période très, très, très difficile. Moi, quand j'étais, je pensais toujours que si je vivais à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que je ferais, mais maintenant, c'est comme ça. Et il y a 2 mois, en Arménie, centaines de milliers de personnes étaient déportées, étaient déplacées. Et aujourd'hui, je vois tous les jours les Azerbaïdjanais qui partagent les photos avec les têtes des Arméniens, etc. Quand ils sont venus sur le terrain, la première chose qu'ils ont fait, ils ont baptisé la place de Haute-Karabakh comme la place de Talat Pacha et Enver Pacha. C'est les deux noms, comme les Goebbels pour les Juifs. Et donc, après tout ce qui se passe en Israël et Palestine, et depuis 2 mois, le nord Syrie, où ils vivent les Kurdes, donc qui ont combattu comme le Daesh, est en train d'être bombardé par les Turcs, par l'État turc. Il n'y a pas d'électricité, toutes les infrastructures, c'est juste, et ne marchent pas. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout. Et tous les jours, je lis tous les matins, 6 morts, 15 morts, 20 morts, 30 morts. Et ce n'est pas médiatisé du tout. Mais il y a des choses qu'on fait. Mais dans cette période, je me répète toujours ce que disait Gilles Deleuze. Il ne faut pas permettre d'être triste parce que les pouvoirs ont besoin de corps tristes. Et ils ne peuvent pas gouverner les corps vivantes. Donc, moi, j'ai vécu pas beaucoup, mais 2 ans et demi en prison. C'était la période où j'avais de la chance parce que c'était dans un contexte, il y avait des dortoirs. Donc, il y avait plein de prisonniers politiques ensemble. Et moi, je me dis, c'était la période où j'ai plus dansé, plus chanté, et plus, parce qu'il y avait la résistance. Et c'est important. Il faut toujours faire quelque chose. Et moi, je me suis mis en pilote automatique. C'est juste. Donc, je fais. Et après, je sais que ça va servir à quelque chose. Voilà. Donc, je vais vous lire une petite. Et avant, n'applaudissez pas une chose. Et au début, quand j'étais tombée en prison, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là depuis 10 ans, 20 ans. Donc, il y avait des personnes qui étaient là depuis très longtemps. Et je me suis approchée à elles et à eux parce qu'on voyait aussi de temps en temps des garçons. Et j'ai posé la question, comment résister? Il faut faire quoi pour résister? Ils m'ont dit, ce que tu dois faire, oublie ton procès. Oublie, mon procès était très médiatique. Tu ne peux pas oublier comme ça, mais juste ne pense pas tous les jours. Tu vas penser juste avant 15 jours avant l'audience. Mais dans les journées quotidiennes, ne pense pas quand je vais sortir. Dis seulement à toi, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que moi je peux faire aujourd'hui? Et si tu ne fais pas ça, tu vas avoir une maladie psychologique, je ne sais pas comment on peut traduire en français, mais impuissance appris, je crois, on dit comme ça. Par exemple, tu deviens très insensible à des grands événements, mais tu deviens sensible si quelqu'un te fait une grimace. Voilà, c'est un peu comme ça. Et il m'a dit qu'il ne faut pas te sentir impuissante, il faut que tu dises, il faut que tu bouges. Quand l'eau bouge, il y a toujours quelque chose. Il faut pas être. Et là, j'ai appris le kurde, j'ai appris plein de danses, j'ai appris beaucoup de choses. Je n'avais même pas 5 minutes. On se donnait des rendez-vous avec les copines. On était dans le même dortoir pour parler de quelque chose. On dit 3h30, on peut se voir. Voilà, c'était comme ça. Et je continue le même type de fonctionnement et je vous le conseille aussi. Et j'ai écrit ce livre, je vais mettre mes lunettes. Je vais amener mes lunettes, mais c'est là. Pour être plus sérieuse. Non, c'est bon. Comme je bouge, c'est difficile. Alors, vous avez entendu que j'avais un procès
début de l'année. Et la Turquie demande mon extradition, tout ça, etc. Et tout le monde me disait qu'il faut que tu fasses, tu te tais à un moment donné. Tu peux parler des femmes, tu peux parler d'autres choses, mais il ne faut pas que tu parles de la cause arménienne, de la cause kurde. Il ne faut pas que tu parles. Et moi, je me suis dit, c'est là que je dois agir. Je dois vraiment laisser ma tête libre. Et c'était un travail très, très intime. Et j'étais en train d'écrire ce livre et j'ai appelé ma maison d'édition. J'ai dit, mon procès, c'est 29 septembre dernier. Et je veux bien qu'on le publie 27 septembre. Et je veux bien dire à l'État turc, je vous emmerde. Et c'était le cas. Donc j'ai fini assez rapidement. Je vais vous lire la préface. Si vous avez... Ténèbres qui font d'un bébé un assassin. C'était en 2007. J'avais mené ma dernière enquête en Turquie, mais je ne savais pas encore que, juste après la publication de ces résultats, 2 ans plus tard, je devrais prendre le chemin de l'exil. Cette étude sur le rôle du service militaire dans la structuration de la violence masculine avait en effet fortement agacé l'appareil politico-militaire turc. J'étais déjà la cible de celui-ci depuis ma recherche sur le mouvement kurde en 1998. 9 ans auparavant, j'avais refusé de révéler aux autorités turques les noms de mes enquêtés. Je n'avais pas été seulement torturée et emprisonnée durant 2 ans et demi, mais j'avais aussi commencé à subir l'acharnement judiciaire qui s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai été libérée de la prison, j'ai continué à questionner les mécanismes de violence structurelle qui façonnent l'ordre social et politique de la Turquie. À savoir, né du génocide des Arméniens de 1915 et des massacres de centaines de milliers de Grecs et de Kurdes, l'État-nation turc s'est inscrit dès sa construction dans un système politico-nationaliste, militariste et patriarcal, consolidant sa légitimité au moyen d'un langage mythologico-religieux, militarisant la société par un fonctionnement quasi totalitaire et participant activement à la production des identités de sexe. Son champ politique a été restructuré plusieurs fois par l'armée à travers les coups d'État 1960, 71 et 80. Son caractère militaro-autoritaire s'est encore renforcé à partir de 1984 avec le déclenchement de la guerre contre les Kurdes et la mise en place de la terreur paramilitaire. Les violences extrêmes ainsi banalisées n'ont pourtant pu empêcher l'émergence et la généralisation des contestations sociales dans le pays. Dans ce contexte, j'ai mené des enquêtes sur des terrains relevant d'autres champs pour comprendre l'articulation des mécanismes et des techniques de pouvoir nationalistes, sexistes et militaristes, en même temps que les multiples formes de résistance. C'est au cours de cette période que j'ai connu Hrant Dink, journaliste arménien, fondateur d'Agos, ça veut dire le sillon, premier journal bilingue du pays, édité en turc et en arménien, qui avait ouvert la voie à partir de 1966 à la contestation légale en faveur de la cause arménienne en Turquie, creusant ainsi son chemin et l'ouvrant aux autres. Mais l'ombre géante de l'appareil étatique barrait les routes. Vous comprenez mon accent? La presse diffusait des photos de Hrant en affirmant qu'il était un traître à la nation turque. Le stigmate de l'Arménien le traite, créé pour rationaliser le génocide de 1915, était toujours vivant. Cela ne choquait personne car les violences collectives avaient une place capitale dans les répertoires politiques et sociaux du pays. Sur une terre mutilée par le génocide et les massacres, les violences collectives étaient poursuivies.
pogrom d'Istanbul en 1955 et de 1974 contre les habitants arméniens et les Grecs, pogrom de Maraş en 1978, etc. Je continue plein. Et comme par le passé, les événements se sont précipités. Soit tu aimes ce pays, soit tu quittes. C'est le slogan des nationalistes en Turquie. C'est ce qu'on hurlait devant les nationalistes devant les bureaux d'Agos. Jusqu'au jour où, le 19 janvier 2007, mon ami est abattu de 3 balles dans la tête. Même si l'enquête criminelle a révélé des complices au sein de l'appareil d'État, seul le tireur présumé et 2 complices ont été arrêtés et ont avoué ce crime. On les voyait à la télé, comme des héros. Je ne peux vous exprimer l'énorme tristesse que je partageais avec beaucoup de personnes. Horrifié, j'ai fixé le visage de cet homme sur mon écran de télé. Il était fier et menaçant. Poitrine gonflée, doigts accusatoires, comme ça, pointés devant lui, il criait « Sois raisonnable et ne pars pas ta vie, sois raisonnable ». Il nous menaçait. Mais d'où je connaissais cet homme? Peut-être l'avais-je déjà vu en observant plusieurs actions violentes menées par des nationalistes contre les personnes homosexuelles et trans, c'était beaucoup, ils se mobilisaient beaucoup, qui se répétaient dans plusieurs villes à cette époque. Je les avais suivis de près dans le cadre d'une enquête que j'avais menée et je me souviens très bien des regards de ceux qui, fracassant les vitres des appartements des trans, avaient tout mis à feu et à sang. Violence collective totalement masculine, il y en avait tant dans ce pays. Ou peut-être parce que j'avais vu sa photo dans une quelconque action contre les Kurdes et les Arméniens. Ou encore, peut-être avais-je l'impression de le connaître parce que j'étais une femme et que nous avons bien appris que quand les hommes disent « sois raisonnable, sinon », c'était pour faire couler le sang. Que pouvais-je faire de tout cela? Durant les funérailles, s'adressant à une foule de centaines de milliers de personnes, parmi lesquelles je me trouvais, Raquel Dink, la compagne de Hrant, m'avait répondu sans le savoir. Rien ne se fera, mes amis, sans sonder les ténèbres qui font d'un bébé un assassin. C'était plus que clair. J'avais ainsi posé les premières questions d'une recherche sur cette problématique. Quels mécanismes sociaux et politiques transforment un enfant en un sujet de violence? Bien que ce processus multidimensionnel nécessitait de multiples recherches, je pouvais en éclairer une dimension. Les mécanismes de la menace, sois raisonnable et ne perds pas ta vie, pouvaient être saisis à travers les articulations entre militarisme, nationalisme et la domination masculine. Donc je continue comme ça. Il fallait que ce travail soit rendu public le plus tôt possible. J'ai travaillé comme si la mort m'attendait. Le lendemain de sa publication, quelque chose a bougé dans le pays. Rapidement, les journaux, les télévisions, les radios, les médias de divertissement, même les radios de divertissement, parlaient de ce livre. Le débat a été rapidement élargi au champ académique et associatif. J'étais invitée partout. La première édition s'est épuisée en quelques semaines. L'enthousiasme qu'a accusé ce débat a fait oublier les interdictions. D'ailleurs, l'État turc n'est pas intervenu directement. C'est moi qui ai reçu des menaces sexistes sous forme de photomontage de viol avec mon visage. J'ai résisté, mais ensuite, quelques mois après, en avril 2009, 4 mois après la publication du livre, j'ai dû fuir le pays, menacé d'une peine de prison à perpétuité dans le cadre d'un procès kafkaïen à cause de mon travail sur les Kurdes. Le débat continuait sans moi. L'ouvrage, l'existence autonome,
s'est détaché de l'écrivain et a coulé comme une rivière vive. 15 ans après. Alors, pourquoi un autre livre? Un enchaînement de plusieurs causes m'a poussé à cette écriture. D'abord, comme je l'ai dit plus haut, si l'enquête avait pris son temps, la restitution de ses résultats fut rapide. J'avais écrit ce livre à la hâte pour répondre à l'appel de Rekan Dink en urgence, en m'enfermant sans vraiment dormir, ni manger, ni respirer. Comme mon objectif était plus précisément de contribuer à la définition du problème public, qu'était la violence politique généralisée, j'avais pris soin de rendre publique la parole, les expériences, les réflexions des enquêtés et de construire un récit choral à partir de leur discours. Dans un contexte où la violence collective était banalisée et généralisée, cette méthode m'a permis de mettre en lumière la place fondamentale qu'occupe la reproduction de la masculinité dans l'organisation de la violence politique ainsi que dans la structuration nationaliste et militariste. Aujourd'hui, je veux aller plus loin dans l'analyse en élargissant ma problématique initiale qui était limitée au rôle du service militaire en Turquie dans la reproduction de la violence masculine. Pour ce faire, j'ai réfléchi à petit feu, j'ai dialogué longtemps avec cette chorale d'enquêtés, mais aussi avec Hannah Arendt, Simone Weil, Michel Foucault, Gilles Deleuze et avec les nouvelles réflexions féministes. C'est grâce à cette réflexion collective que j'ai pu avancer dans des questionnements plus généraux et plus actuels sur les mécanismes d'alignement et sur la banalisation de la violence et de la hiérarchie. Est-ce que l'expérience du service militaire en Turquie fait écho à d'autres institutions parallèles dans d'autres contextes? Est-elle un des révélateurs des stratégies de pouvoir dans ce pays et dans le monde d'aujourd'hui? S'agit-il d'une transformation des nouvelles techniques d'alignement à la violence structurelle? Je continue à sonder les ténèbres. Je continue à sonder les ténèbres. Et nos travaux vifs se transforment pour montrer que nous sommes vivantes. Et donc j'ai fini le livre, je l'ai publié juste avant le procès, donc 29 septembre s'approchait. Et il y avait à peu près une centaine de Françaises, donc mes amis sont partis à Istanbul pour me représenter, pour dire que Pınar n'est pas là, mais nous sommes là. Donc la migration ne s'est pas faite vers la France, mais les Français sont allés là-bas. Donc je ne vais pas lire tout, mais je vais lire juste une partie. Chers amis, chers collègues, je voudrais partager avec vous une chose importante que je suis en train de réaliser. Je la vis comme un acte de liberté, acte de réflexion, d'analyse de recherche. Je sens que cet acte constituera une charnière dans mon histoire personnelle. Je veux faire naître une œuvre dégagée de la peur en guise de réponse historique à l'audience du 29 septembre 2023 à Istanbul. Ce jour, plusieurs d'entre vous y seront présentes pour montrer que la liberté de la recherche et d'expression est une valeur universelle et que nous la défendons ensemble. Il n'est pas besoin de vous dire comment, depuis le début, j'ai refusé d'être conditionnée par cet acharnement, comment j'ai essayé d'élargir mon espace de liberté et continuer à réfléchir, à enquêter, à problématiser, à analyser et à écrire le plus librement possible. Je poursuis mes travaux. Juste avant l'audience du 29 novembre à Istanbul paraîtra un nouveau livre. Quand, en avril 2009, j'ai dû fuir la Turquie, menacée d'une peine de prison à perpétuité, je venais de publier les résultats d'une recherche sur le rôle du service militaire dans la structuration de la violence masculine. Avec mon départ, l'ouvrage, ayant son existence autonome, s'est détaché de son autrice et coulé comme une rivière vive. Donc j'ai copié-collé ce que j'ai dit. Il vient d'atteindre sa 9e édition en Turquie et a traduit en allemand et en français. Mon livre qui va paraître, donc c'est paru maintenant, dans quelques semaines, commence par un dialogue avec ce travail en essayant d'aller plus loin dans l'analyse.
Je sais que les réponses de ces mécanismes, surtout paramilitaires, que j'ai analysés dans ce livre, pourraient être violentes. Mais je veux continuer à vivre comme chercheuse, penseuse et écrivain libre. Ma maison d'édition annonce ce livre avec le bandeau suivant. Pınar Selek persiste et signe. Pour persister encore et toujours, j'ai besoin de votre persévérance. J'ai écrit cette lettre à mes amis avant qu'elle aille en Turquie. Et après, je n'ai pas trouvé juste avant. Et je leur ai écrit que comme nous persistons pas seulement ensemble, nous signons ensemble. Parce que c'est devenu un mouvement transnational de solidarité très très fort. Et tout le monde comprend petit à petit que la solidarité internationale, c'est quelque chose, pas seulement à aider à des personnes qui arrivent ici, ça c'est très important, mais aussi savoir que les pays occidentaux, les grands pouvoirs occidentaux sont aussi des grands responsables des grands malheurs de la planète. Et par exemple, si les Kurdes sont divisés en quatre, les cousins sont restés en Syrie, les neveux sont restés en Irak ou les autres, parce que c'était le traité de Lausanne qui les a, comme l'Europe, les colonisateurs savent bien faire en Afrique, ils ont divisé donc ils ont fait les frontières. Et donc, ce qu'on doit faire, on peut analyser toutes les politiques européennes qui viennent s'installer, les nouvelles lois, tout ça c'est bien. Mais déjà, il faut que les Européens fassent une solidarité en se déplaçant. Il faut que la migration va de l'autre côté. Il faut vraiment faire des actions de solidarité actives. Et sinon, c'est la première fois, je crois, dans ma vie, j'ai écrit un livre qui finit mal. Parce qu'en général, je commence toujours à analyser des choses négatives. Mais vers la fin, je dis, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais c'est la première fois, donc je finis juste. Il faut. Antoine va me fâcher parce que je lis la dernière paragraphe. Il ne peut pas vendre les livres là. Si aujourd'hui, notre vieux monde se confronte à des pensées utopiques qui créent des liens transnationaux forts entre les personnes, si ce qui est nouveau est en train de se former par le bas, par les convergences des mobilisations multiformes, il faut néanmoins réfléchir sur le mal enraciné dans l'histoire passée et présente de la civilisation humaine, sur les mécanismes qui nous habituent sans trop nous indigner face à une extrême violence toujours très présente. Car le mal enraciné n'est pas un rhume, on ne peut pas le soigner avec un peu de miel et de citron. Merci beaucoup. Je m'arrête là parce que demain, on va avoir une très belle conversation avec Antoine. Et là, je vais essayer de m'exprimer plus possible à partir de tout ça. Donc vous pouvez poser vos questions, vous pouvez parler aussi. Voilà. Donc je laisse nos échanges durant le concert ou demain. Durant nos différents débats, interventions, je serai présente dans plein de débats. Merci beaucoup. Et je vais dire une dernière chose, peut-être demain je n'aurai pas le temps, de faire ça au château de Goutoula. C'est un endroit qui s'est né avec une ruine qui devient un château, un centre culturel, une ruine. Et on sait bien que ça ne se fait pas tout seul. Les magies, les miracles se construisent, travaillent. Donc il y a un travail très très énorme. Donc nous, voilà, on est là et l'histoire continue.